1 minute. Donc, on va laisser le temps à tout le monde d'arriver et on va démarrer pile à l'heure. Et j'en profite pour vous dire qu'effectivement, vous avez le chat à votre disposition pour pouvoir vous exprimer. Alors, je vais juste préciser une chose concernant ce chat. Vraiment, si vous pouvez regrouper vos messages et l'utiliser de façon parcimonieuse, parce que sinon je vais perdre le fil de vos messages et je ne vais pas pouvoir vous y répondre de façon personnalisée. Voilà. En tout cas, vous pouvez déjà me mettre un petit bonjour, juste voilà, pour me confirmer que vous m'entendez bien, ce sera parfait. Alors, j'en profite juste avant de démarrer pour vous dire que ici, en haut de l'écran, vous avez un bouton rouge où c'est indiqué « Cliquez ici ». Pour celles et ceux qui le souhaitent, donc pendant la conférence et seulement pendant la conférence, vous avez la possibilité donc de prendre rendez-vous avec moi si vous voulez approfondir votre sujet de façon plus personnalisée. Et puis, je vous le rappellerai en fin de webinaire. Voilà. OK. Écoutez, il est l'heure de démarrer, donc on va commencer. Bonjour à toutes celles et tous ceux que je connais. J'ai repéré pas mal de monde avec qui j'ai déjà échangé. Donc, merci. Je crois qu'on va être assez nombreux aujourd'hui. Donc, on va attaquer pour pouvoir vraiment être efficace. Est-ce que vous m'entendez tous bien ? OK, ça marche, super. Donc effectivement, le thème de ce soir, que ce soit HPI, multipotentiel, ZEB, on pourrait utiliser un peu le terme que l'on veut, c'est quel projet professionnel pour vous épanouir pleinement, et visiblement, c'est un thème qui vous a tous parlé, que vous soyez, j'allais dire, dans une réflexion salariale, entrepreneuriale, ça parle à beaucoup de monde. Alors avant de commencer, je voudrais vous poser 3 questions et puis, si vous pouvez, formuler vos réponses en un seul message groupé sur le chat. La première question, c'est, quel est votre domaine d'activité? Quel est ou celui sur lequel vous seriez intéressé de travailler? 2e question, quel est votre enjeu numéro 1 actuellement par rapport à votre projet professionnel? 3e question, quel est votre obstacle numéro 1 pour avancer vers cet enjeu, vers cet objectif? Et puis, si en plus, vous pouvez me préciser à quelle échéance, est-ce que c'est maintenant, prochaine semaine, prochains mois, prochaines années? Et encore une fois, moi, ça va me permettre d'essayer de vous répondre de façon un peu plus personnalisée, d'aller vraiment vous répondre en fonction de vos interrogations. Alors, pour certaines et certains, on a déjà pas mal échangé, donc je pense que je dispose de cette matière-là. Mais pour celles et ceux que je n'ai pas eu au téléphone avant ce webinaire, eh bien, je vous invite vraiment à pouvoir partager ces informations. Alors, au menu de ce soir, plusieurs choses. D'abord, de quoi parle-t-on quand on parle de HPI? Ça me paraît important de camper le décor. Je ferai une petite boucle, une petite parenthèse rapide pour parler de faut-il se faire tester ou pas, et en même temps je découvre donc vos messages. Merci de votre partage. Donc Sarah, effectivement, ok, un objectif de changer de poste, arriver à convaincre en entretien, très bien. Je suis content de vous lire, Sarah, parce que j'ai pas mal de personnes qui sont sur des projets entrepreneuriaux et c'est important aussi qu'on puisse parler à celles et ceux qui ont des projets salariaux. Donc voilà, cette boucle vers faut-il se faire tester ou pas, ce sera assez rapide, mais je crois que ça répond à pas mal d'attentes. Pourquoi est-il si difficile de se définir un projet professionnel en tant que HPI? Et donc, je vais passer une partie du temps du webinaire là-dessus pour bien qu'on touche du doigt, et ce sera en fait une première étape pour comprendre finalement comment définir votre projet, votre futur projet professionnel. C'est en comprenant dans le fond qu'est-ce qui bloque. Et après cette étape-là, bien évidemment, on passera aux solutions. Comment surmonter tous ces obstacles? Voilà, alors je revérifie un petit peu le chat avant de continuer. Vous avez vu tous que vous avez ce bouton ici, donc en rouge, en haut de votre écran pour prendre rendez-vous avec moi. C'est un rendez-vous de 30 minutes gratuit qui vous permet d'explorer de façon plus détaillée votre situation personnelle. Et donc, vous avez accès direct à mon agenda et vous pouvez caler en fonction de vos dispos. Voilà, j'en profite pour lire les messages. Donc, Marine, éducatrice spécialisée, obstacle principal, envie de tout faire, bien sûr. Donc ça, c'est quelque chose de très fréquent chez les HPI. Redéfinir et recentrer mon activité pour ne pas me laisser déborder. Ben oui, et c'est possible, Marine. Donc voilà, ça donne de l'espoir.
Alors, de quoi parle-t-on quand on parle d'HPI? Et puis en même temps, je serai attentif à vos messages et vos questions. Surtout, n'hésitez pas. Je sais que parfois, certains hésitent. Il ne faut pas hésiter. J'essaye de répondre à toutes les questions. Alors, de quoi parle-t-on? D'abord, le terme HPI me plaît pas trop. Je pense que c'est sans doute vrai pour pas mal d'entre vous. Pour quelle raison ça me plaît pas trop? Bah parce qu'en fait, ça laisserait entendre qu'il y a les hauts potentiels et puis les bas potentiels. C'est absolument pas du tout ma vision des choses, bien entendu, de la diversité des êtres humains et puis du fait que chaque être humain, finalement, recèle une certaine valeur. Chacun a sa forme d'unicité, d'excellence, et chacun dans son domaine. Donc, moi, j'utilise pas mal le terme multipotentiel, qui est un terme qui a été popularisé en 2017 par une coach et autrice qui s'appelle Emily Wapnick, et qui a fait donc un ouvrage sur ce sujet des multipotentiels. Je vous le recommande. Alors ceci dit, je vais quand même utiliser le terme HPI aujourd'hui parce que ça va un peu plus vite. Voilà, c'est vraiment la simplicité et peut-être la fainéantise, si j'ose dire, qui fait que je vais utiliser le terme HPI entre nous. Voilà. Et puis d'autre part, l'autre raison qui fait que j'utilise habituellement le terme de multipotentiel, c'est que le terme multipotentiel est un peu plus explicite sur la nature des spécificités du HPI, entre autres cette histoire de raisonnement en arborescence. Je vais y revenir. Voilà, alors je vais pas, quand je dis de quoi parle-t-on quand on parle de HPI, je vais pas vous faire un inventaire à la Prévert de toutes les caractéristiques, mais peut-être rappeler celles qui sont, à mon sens, les principales et qui vont donc éclairer d'un jour intéressant cette question de pourquoi on a des difficultés à définir son projet professionnel. Oui, je vais un peu vite en besogne. La première des spécificités, c'est une vitesse hors norme. Alors cette vitesse, en fait, elle s'applique un petit peu à tout. Elle s'applique à la question de l'observation, elle s'applique à la question de la compréhension, elle s'applique au fait d'apprendre, elle s'applique à la vitesse d'entrée en action, en tout cas pour ce qui nous motive, elle s'applique à la vitesse d'anticipation et de prévision. Donc voilà, c'est vraiment, on va dire, ce qui caractérise en premier lieu les multipotentiels, les HPI. Deuxième spécificité dont je voulais vous parler, c'est la sensibilité exacerbée. Alors, cette sensibilité exacerbée, eh bien, c'est parfois, on va dire, une hypersensibilité. Et d'une certaine façon, attention de ne pas faire la confusion entre HPI et HPE, ou en tout cas entre HPI et hypersensible. Autant les HPI sont estimés à peu près 2,3% de la population, et encore, ce pourcentage est, on va dire, bien imprécis puisqu'il n'y a pas de vraie étude sur la question. Autant, en ce qui concerne les hypersensibles, ils sont plutôt estimés aux alentours de 20%. Donc on voit bien que autant la plupart des HPI sont en général plus sensibles que la moyenne, autant tous les hypersensibles ne sont pas des HPI. Bon, voilà, je pense que c'est important de préciser ça. Troisième spécificité, c'est ce que je vous évoquais il y a un instant, cette pensée en arborescence. Et cette pensée en arborescence, eh bien, c'est ce qui va avoir pas mal de conséquences parce que ça nous rend très créatifs, ça les conduit à avoir, on va dire, un intérêt pour mille choses. Donc, c'est aussi ce qui fait un peu cette forme de dispersion, mais aussi en même temps de créativité, de capacité à innover, de capacité à faire des liens entre des sujets qui, a priori, n'ont pas de rapport. Mais aussi, ça a une conséquence sur les intuitions. Or, la question des intuitions est un peu délicate parce que bien souvent, on voit les intuitions sous un angle irrationnel, alors que dans le cas des HPI, leurs intuitions sont très souvent pertinentes. Et donc, c'est pas toujours facile de faire confiance à ces intuitions, y compris quand il s'agit de définir son projet professionnel. Voilà. Alors, autre point caractéristique des HPI, c'est un très haut niveau d'exigence qui peut parfois confiner au perfectionnisme. Alors, ce haut niveau d'exigence, c'est pour soi et pour les autres, même si en général, c'est un peu plus fort pour soi. Et donc, ça a plusieurs conséquences. C'est qu'on a tendance à se fixer des objectifs un peu trop hauts, avec forcément un taux d'échec qui est plus important que la moyenne, en tout cas trop important par rapport à notre estime de nous. Et donc, tout ça, c'est un des facteurs qui peut influer sur notre estime de nous-mêmes. Ça peut avoir aussi un impact sur le fait de procrastiner, et puis parce qu'on se dit, bah oui, de toute façon, je ne peux pas y arriver. Et puis enfin, à l'extrême, ça peut avoir des tendances, ça peut nous conduire à avoir des tendances dépressives. Donc c'est quand même un peu ennuyeux.
d'une certaine façon, ce haut niveau d'exigence, il a évidemment des avantages, mais aussi des inconvénients. 5e caractéristique, un besoin d'apprendre en permanence et ce besoin d'apprendre, il peut confiner à l'addiction. Donc c'est ça aussi qui est compliqué. On va le voir comment ça influe dans notre recherche, dans notre définition de projet professionnel. C'est notamment la tendance à vouloir toujours se former, on se dit jamais prêt d'une certaine façon. Je vais y revenir là-dessus. Pendant ce temps-là, je vérifie les messages. Donc Stéphane, effectivement, société de maîtrise d'œuvre, comment s'organiser pour continuer ce métier, ou un autre parmi toutes les pistes en tête. Ben oui, effectivement, ça c'est quelque chose de classique. Voilà. Cadre de santé, donc ça, j'arrive pas à voir qui a écrit. Ok. Alors, je reprends un petit peu le fil. Effectivement, Céline, cadre de santé, en cours de changement d'institut. Obstacle, c'est d'être HPI et d'aller trop vite pour mes supérieurs. Ok. Alors, donc ça, c'est pas forcément si je comprends bien, Céline, c'est pas forcément une difficulté pour définir votre projet professionnel ou pour chercher un nouveau projet professionnel, mais c'est peut-être plutôt pour chercher un contexte professionnel, un contexte managérial qui va vous convenir d'une certaine façon. Parce que effectivement, un hiérarchique qui n'accepte pas d'avoir quelqu'un qui va vite, ben effectivement, c'est un vrai problème. Sébastien, donc effectivement consultant, vise une fonction de DG adjoint, voilà, de projet, ou un projet, ou comment se recentrer quand on peut avoir envie d'en mener plusieurs. Ok Sébastien, que je connais bien, merci beaucoup. Voilà, Olga, peut-il un HPI ne pas être hypersensible à SVP? C'est difficile de répondre à cette question, Olga, parce que j'ai pas suffisamment de statistiques, mais quand même, moi, ce que j'ai constaté, c'est que l'immense majorité, pour pas dire peut-être la totalité, et comme je les connais pas tous, évidemment, je peux pas l'affirmer à coup sûr, mais l'immense majorité des HPI sont plus sensibles que la moyenne. Hypersensible, c'est peut-être un peu beaucoup dire. Je pense qu'on va avoir des niveaux de sensibilité différents, mais quand même, il y a ce niveau de sensibilité qui est plus important que la moyenne. Par contre, un point important, Olga, c'est que cette hypersensibilité, on ne la voit pas forcément parce que, et ça je vais en reparler après, par réflexe d'autoprotection, on va se couper de certaines de nos émotions et du coup, on va parfois paraître un peu l'inverse d'un hypersensible. Donc ça, c'est une subtilité. Oui, donc, hop, j'avais un petit truc à vérifier, pardonnez-moi, on va y arriver. Donc Cindy, effectivement, qui indique c'est très compliqué de se centrer, de définir un objectif clair pour mon projet de changement pro. Ok, on va en parler juste après. Voilà, une forte empathie, alors c'est une des dernières caractéristiques, une forte empathie, une forte humilité, et cette humilité va avoir tendance à vous faire sentir dans un sentiment d'imposture un peu permanent. Alors, d'une certaine façon, ça peut être, on va dire, aussi un avantage parce que cette empathie, elle va avoir plein d'atouts. Et le fait de vous sentir un imposteur, c'est aussi, on va dire, il y a une facette légèrement positive, c'est que vous voyez aussi facilement les imposteurs autour de vous. Donc, d'une certaine façon, sur cette question de compétence, vous n'êtes pas facile à blouser d'une certaine façon, à avoir. Vous avez quand même un œil extrêmement avisé. Mais pour vous-même, c'est plutôt, on va dire, d'une certaine façon, ça peut être un vrai handicap pour avancer. Alors, je continue à avancer, puis n'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure. Oui, une autre caractéristique, besoin d'autonomie, besoin d'indépendance. Et ce besoin d'autonomie et d'indépendance, d'une part parce que effectivement les HPI vont plus vite que les autres, ils se sentent frustrés la plupart du temps de devoir suivre un rythme qui ne leur convient pas, et d'autre part c'est on va dire un besoin d'autonomie parce qu'ils ont besoin d'apprendre, donc forcément comme ils ont besoin d'apprendre, bien ils ont besoin de le faire à un rythme qui est différent des autres. Et puis, je crois que c'est la dernière caractéristique, c'est un besoin de socialisation. Alors, ce besoin de socialisation, il va avoir beaucoup d'importance par la suite, parce que effectivement, on va se rendre compte que ça influe sur le besoin, sur la dépendance au regard des autres.
Ce besoin de socialisation, ça va se traduire par le besoin d'être intégré, de se sentir intégré et accepté par les autres. Alors c'est paradoxal parce que dans le même temps, les HPI ont besoin d'autonomie, ont besoin aussi de temps en temps d'être seuls, mais si vous avez des questions à ce sujet-là, je pourrais y revenir. De mon point de vue, ça n'est pas contradictoire. Peut-être que c'est justement parce que on est beaucoup dans la socialisation et le fait d'aider les autres, de s'occuper des autres, que parallèlement, on a besoin aussi de s'isoler de temps en temps et de se ressourcer. Est-ce que nous pourrons avoir les supports de présentation pour mémoire? En fait, ce webinaire est enregistré, donc il vous sera diffusé et donc bien évidemment, vous aurez toute la matière. Voilà. Alors, on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet. Alors, se faire tester ou pas, je vais aller vite parce que c'est peut-être pas le sujet primordial de ce soir, mais quand même, je pense que ça va éclairer peut-être certains d'entre vous. On me pose souvent cette question, est-ce qu'il faut se faire tester ou pas? Bah oui, parce qu'effectivement, une des raisons, c'est que la plupart des HPI ignorent leur spécificité. Alors, si vous êtes là, c'est que vous avez des doutes, mais quand même, souvent vous avez des doutes, mais vous n'avez pas l'information. Donc, ça vous conduit peut-être à tourner un peu autour du pot et pas vraiment y rentrer complètement. Et puis, bah, c'est aussi ce qui fait que, par ailleurs, il y a pas mal de HPI qui sont en difficulté professionnelle, c'est que tant qu'ils n'ont pas posé le diagnostic, d'une certaine façon, ils ont un peu du mal à appliquer les bons remèdes. Donc voilà. Et puis en plus de ça, comme les HPI ont du mal à s'accepter en tant que différents, le fait de poser le diagnostic, mine de rien, peut avoir un réel avantage. Alors, ce serait quoi les avantages? Oui, je suis allé un peu vite, pardon. Ce serait quoi les avantages de se faire tester? Je dirais d'abord de prendre conscience de sa différence. Et on sait que prendre conscience de sa différence, c'est une étape clé pour pouvoir l'accepter. Or, accepter cette différence, accepter cette spécificité, ces modes de fonctionnement, vous allez voir que c'est une des clés que je vous apporte aujourd'hui dans ce webinaire. Ensuite, bah, parce que ça permet, enfin, le fait de se faire tester et quand on découvre effectivement qu'on est HPI, il y a une espèce de soulagement. Et puis, malgré tout, dans le rendez-vous, même si c'est très orienté QI, il y a un échange avec le praticien et cet échange avec le praticien permet de mettre des mots aussi sur ce qui vous arrive. Même si, voilà, je prends une certaine précaution par rapport à ce sujet, je vais y venir juste après. Et puis aussi, il y a une autre raison, un autre avantage au fait de se faire tester, c'est que bien souvent, pourquoi vous venez sur cette question du HPI? Vous y venez parce que c'est votre conjoint ou vos enfants qui, quelque part, vous contraignent à y aller. Eux-mêmes étant HPI, ils vous renvoient cette image-là et vous dites, ben ouais, donc à un moment donné, il faut quand même bien que je fasse quelque chose. Voilà. Alors qui peut tester? C'est des professionnels. Donc pour celles et ceux qui se permettent, de mettre «c'est nul», dans le chat, je vous demanderai peut-être juste, de vous abstenir ou peut-être tout simplement de dire qu'est-ce qui serait nul et de quoi vous auriez besoin? Parce que moi, je peux absolument pas vous aider, quand vous mettez un message de ce type-là. Et d'autre part, ça encombre, on va dire, le chat, ça m'empêche de répondre aux questions pertinentes des autres. Voilà, se faire tester ou pas, alors les désavantages, bah, ils sont aussi importants, les désavantages. C'est pour ça que je vais surtout pas prétendre vous donner un conseil, mais vraiment de vous inciter à faire votre choix par vous-même. Les désavantages, ce serait quoi? C'est d'abord le test du WAIS-4, hein, qui est le seul test connu de QI, bah, il mesure effectivement un quotient intellectuel. Or, on le sait, la mesure de QI, c'est depuis 1955 de la même façon et c'est David Wessler, hein, qui a créé ses premiers tests en 1955. Ils ont évolué depuis, mais de façon quand même à la marge, hein. Eh bien, ça mesure toujours une intelligence qui est soit logico-mathématique, soit linguistique. Or, on le sait, les formes d'intelligence, elles sont bien plus nombreuses que juste ces deux formes-là. Je ne vais pas vous faire l'affront de vous parler des 9 types d'intelligence découverts par Howard Gardner, enfin, en tout cas exprimés par Gardner dans les années 80. Et puis, il y a un autre facteur aussi dans cette histoire de mesure de QI, c'est que on sait très bien que suivant la culture éducative et culture familiale, on peut être plus ou moins, on va dire, acculturé à cette question logico-mathématique et linguistique et donc ça biaise quelque part clairement les résultats. Ensuite, effectivement, ce que je vous disais, c'est que les HPI ont une forme d'hypersensibilité. Cette hypersensibilité va vous conduire pour certains, à perdre un peu une partie de vos moyens en test. Alors, je sais qu'ils en tiennent compte dans les tests, mais malgré tout, c'est quand même un biais supplémentaire. Et puis, je voudrais quand même
aussi peut-être exprimer une chose, et c'est ce qui m'est un peu arrivé pour moi, c'est que quand, vous portez tous vos espoirs dans le fait de réussir, on va dire, le QI, le test de QI, c'est-à-dire de passer au-dessus de 130 et que, manque de bol, vous n'êtes pas, à 130, eh bien, quelque part, ça peut être un véritable cataclysme pour vous. Alors quand je vous dis: «Ça m'est arrivé pour moi», c'est pas tout à fait vrai. C'est-à-dire que ce qui m'est arrivé pour moi, c'est que, quand j'étais tout gamin, j'avais passé des tests de QI. Je me souviens qu'ils étaient effectivement plutôt à 140 ou 145, mais j'ai surtout pas voulu repasser le test du WAIS-4, plus récemment, quand enfin j'ai pris conscience, de mes caractéristiques, on va dire, de haut potentiel. Et dans le fond, c'est pas si important que ça. Ce qui est important, c'est de comprendre qu'est-ce qu'on en fait de ce HPI. Et j'y arrive. Alors, pourquoi est-il si difficile de se définir un projet professionnel? La première raison, déjà, c'est, l'éclectisme et la dispersion. Alors, je vous disais tout à l'heure, effectivement, c'est une des caractéristiques, hein, c'est cette façon de partir dans plein de directions à la fois, alors les HPI peuvent s'intéresser à tous les domaines, aussi bien techniques, compétences humaines, au sport, à l'art, à la politique, à l'histoire, et cetera, et cetera. Et même quand on va se concentrer sur les questions, par exemple, techniques et technologies, en général, un HPI va aller creuser aussi bien la biologie, le numérique, la physique quantique, la physique des matériaux, la médecine, les neurosciences, et cetera, et cetera. Donc vraiment, ça part dans toutes les directions. Et puis, du point de vue de la majorité des personnes, ceux qu'on appelle vulgairement les normaux pensants, j'ai horreur de ce terme-là aussi, mais on va dire tous ceux qui ne sont pas comme les HPI, eh bien, cet éclectisme, il est plutôt perçu comme de la dispersion. Et là encore, ça donne une image un peu négative aux HPI et ça donne le sentiment aux HPI qu'ils ont du mal à se focaliser. En réalité, c'est leur mode de fonctionnement. Donc, vouloir, j'allais dire, se focaliser alors que c'est pas notre mode de fonctionnement, c'est peut-être pas la piste à chercher. Alors, juste une petite anecdote, hein. Quand moi je me suis lancé en 2015, en tant qu'indépendant, eh bien et je l'ai raconté à plusieurs d'entre vous, en gros, si vous voulez, mon hésitation, c'était entre pompier, chanteur et astronaute. Enfin, c'était de ce niveau-là. Donc vous voyez bien à quel point ce côté éclectisme peut, aller vraiment à nous mettre dans un brouillard extrêmement épais et qui est totalement incompréhensible dans le fond. Parce qu'en plus, tous les métiers que j'avais faits étaient déconnectés de tout ça. Alors, il y avait des liens avec ces sujets, mais quand même qui étaient un peu lointains. 2e raison, de difficulté pour se définir un projet professionnel, c'est la suradaptation. Effectivement, je vous disais tout à l'heure que les HPI ont tendance à s'adapter, aux autres. Alors c'est très paradoxal parce qu'en fait, ils ont des capacités hors normes, ils sont bien meilleurs que la moyenne sur pas mal de sujets et que la plupart des autres personnes, mais pour autant, ils vont quand même chercher à s'adapter aux autres pour cette raison, un peu ce besoin de socialisation. Et donc, cette suradaptation va les conduire à se déconnecter de leur mode de fonctionnement préférentiel et ce faisant, en se déconnectant de leur mode de fonctionnement préférentiel, ils se déconnectent aussi d'une partie de leur personnalité. Donc ça, c'est un vrai problème qu'ont les HPI. J'avais une petite anecdote, je crois. Oui, alors donc ce que je voulais dire aussi, c'est que c'est ça qui fait que les HPI souvent, adoptent ce qu'on appelle un faux self. Vous savez, cette fausse personnalité qu'on affiche un peu comme un masque devant nous, mais qui n'est pas notre vraie personnalité. Et on finit tellement par s'y habituer qu'on se rend plus compte que c'est un faux self. Ça, c'est un des vrais problèmes, c'est ce processus de suradaptation est tellement ancien qu'on se rend plus compte. Et puis, en plus, arrivé à l'âge adulte, arrivé à 40 ans ou 50 ans, les plis qui sont pris sont tellement importants que c'est vraiment difficile de s'en défaire. Et se débarrasser de son faux self, c'est vraiment un gros problème. Alors moi, en ce qui me concerne, quand je me suis formé au coaching, je savais que pour bien vivre de mon métier de coach, il fallait absolument que je me focalise, enfin, il fallait surtout que je trouve, on va dire, ma spécificité de coach, hein, vers quel type de cible j'allais me focaliser. Et là encore, je faisais que regarder comment faisaient les autres. Alors les autres me disaient: «Bah oui, moi je me suis spécialisé dans les managers, moi je me suis spécialisé dans les équipes, moi je me suis spécialisé dans les commerciaux». Mais tout ça ne me parlait pas. Donc on voit bien à quel point on a tendance à se disperser, ne serait-ce qu'en s'intéressant aux autres.
Alors, autre point, clé, c'est et je crois que je l'ai dit tout à l'heure, c'est qu'effectivement, comme on est des hypersensibles ou des plus sensibles que la moyenne, on vit des événements parfois, négatifs qui ont des impacts, émotionnels difficiles pour nous et notre réflexe d'autoprotection va nous conduire à nous couper de certaines de ces émotions. Et en se coupant de certaines de nos émotions, on se coupe aussi d'une partie de notre personnalité. Dans mon cas, j'aurais envie de dire que c'était, heu, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'avais des parents qui étaient instituteurs. Je faisais un peu un blocage sur, leur mode de fonctionnement, sur, peut-être leur relation à moi aussi, hein. Ils ont fait de leur mieux, que les choses soient claires. Je suis pas du tout en train de les critiquer, mais le fait est qu'ils n'avaient pas su comment s'y prendre avec moi, tellement, voilà, j'étais peut-être un peu une espèce de bête, bizarre, que du coup, moi, j'ai fait un blocage envers eux parce qu'ils n'avaient pas cette forme de compréhension et comme ils étaient instituteurs, je me suis un peu interdit, d'une certaine façon, d'aller dans le domaine de l'éducation et par extension, je me suis interdit d'aller dans le monde de l'humain. Donc on voit bien à quel point se couper de ses émotions peut avoir des effets extrêmement délétères et extrêmement durables. Il m'a fallu beaucoup de temps pour comprendre ça. Alors, 4e raison, qui fait que c'est difficile, bah, effectivement, les projets des HPI sont atypiques. Ce sont des profils atypiques, mais leurs projets sont atypiques et bien évidemment, quand ils en parlent à l'extérieur, leurs projets sont, en général, assez incompréhensibles. Alors, ils sont incompréhensibles parce que peut-être on a tendance à expliquer vite, à pas prendre les bons mots, mais ils sont incompréhensibles parce qu'ils sont innovants. Ils sont différents, fondamentalement différents. Et comme, en plus, un HPI est plutôt sensible, alors quand il reçoit des retours négatifs des autres et qui dépend du regard des autres, eh bien, c'est vraiment très compliqué de persévérer dans sa voie sur un projet atypique. Oui, Céline, j'étais vue comme associable et insolente. Oui, tout à fait. Donc voilà, vous avez peut-être, Céline, une partie d'explication qui commence à voir le jour, en tout cas, ou peut-être vous le saviez déjà. Voilà, alors dans mon cas personnel, cette histoire au passage, j'ai oublié de vous dire pourquoi j'avais mis cette image de d'une jeune femme en train de choisir ses chaussures et c'est absolument pas sexiste, hein. D'une certaine façon, ce que je voulais dire, c'est que cette difficulté à se définir ou à choisir son projet professionnel, c'est un peu à l'image, d'une certaine façon, d'une jeune femme qui, aurait beaucoup de mal à trouver sa paire de chaussures et sa tenue pour sortir le soir. D'une certaine façon, moi, je suis aussi comme ça, hein. Donc voilà, c'est absolument pas péjoratif pour les quelques jeunes femmes qui se reconnaîtraient ou quelques femmes qui se reconnaîtraient, ou peut-être des hommes aussi, dans cette difficulté à choisir leur tenue. Oui, donc dans mon cas, pour reprendre cette histoire de projet atypique, certes, moi, à un moment donné, j'ai bien senti que la question du HPI, c'était quelque chose qui m'intéressait, mais en même temps, j'avais envie, d'avancer sur l'accompagnement des projets complexes et on voit bien que, bah, d'une certaine façon, parler des projets complexes, alors que j'étais déjà positionné sur les HPI, c'est déjà un peu atypique. Mais en plus de ça, accompagner les projets complexes, en lui-même, c'est complètement atypique. C'est vraiment quelque chose alors en plus, on ne sait pas c'est quoi un projet complexe, parler de complexité, ça fait peur. Enfin, vous voyez un peu tous les obstacles auxquels je peux faire face quand je parle de ce genre de sujet. Et ça ne m'a pas empêché d'aller au bout des choses. Et en particulier quand c'est difficile quand il s'agit de convaincre des prospects. Alors comme déjà on n'est pas très à l'aise, hein, dans cette démarche commerciale, vous imaginez bien en plus, la persévérance qu'il faut quand on est sur un projet atypique. Alors tout ce que j'évoque, hein, qui sont des exemples, liés à ma situation d'indépendant, sont tout à fait transposables dans une situation de salarié. Parce qu'on doit aussi se vendre par rapport à ce qu'on a envie de faire en tant que salarié. Et parfois, j'ose le dire, même quand on est salarié et qu'on répond à une offre d'emploi, on est aussi dans une logique de créer un peu quelque part sa propre place, à l'image de notre personnalité. Donc ça, je pourrais répondre aux questions de celles et ceux qui le souhaitent à ce sujet-là. Autre difficulté, ils abandonnent vite. Alors, on fait tout vite, mais on abandonne aussi très vite. Vous savez, on essaye, ah ça marche pas, bah donc si ça marche pas, c'est que c'est pas bon. Alors comme en plus, on a cette habitude à avoir pas mal d'échecs parce qu'on s'est fixé des objectifs trop ambitieux, vous voyez un peu la mécanique qui s'enclenche. J'ai l'exemple d'un client, je vais évidemment pas le citer parce que peut-être qu'il est avec nous ce soir, mais
qui me disait justement qu'il avait, dans sa carrière professionnelle, fait des changements extrêmement radicaux et que ça lui avait posé plusieurs difficultés parce que ces changements radicaux, comme je lui dis, hein, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Eh bien, en fait, ça avait deux conséquences. La première, c'est que ça le mettait dans une zone d'inconfort. Donc, cette zone d'inconfort le conduisait à des situations d'échec. Et donc, on va dire, ça a eu des impacts négatifs pour sa carrière. Mais le deuxième impact, c'est que, du coup, il ne pouvait pas tirer d'enseignement véritablement de ces expériences-là, parce qu'il ne savait pas finalement tirer qu'est-ce qui était positif ou qu'est-ce qui était éventuellement à changer. Il y avait trop de changements d'un coup. Il pense ne jamais être prêt. Alors ça, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'était vraiment mon cas. Quand je me suis lancé, je voulais sans cesse me former et je me suis formé à toutes les techniques possibles et imaginables, enfin toutes, non évidemment pas toutes parce que c'est possible, de coaching, mais j'en ai fait des tonnes et des tonnes et même quand j'en avais fait des tonnes, eh bien au fur et à mesure que je me formais, j'en découvrais de nouvelles et toujours plus et bien évidemment, c'est un prétexte pour ne pas avancer. Voilà, et en particulier pour ne pas comment dirais-je, se livrer, pour ne pas se montrer, pour ne pas oser peut-être être soi-même. Voilà, alors vous allez me dire, vous allez fuir en voyant toute cette liste infernale de causes pour lesquelles c'est difficile de se créer son projet professionnel. Heureusement, il y a les solutions et la première d'entre elles, je vais vous dire, mais c'est quelque chose que je vous ai déjà évoqué, c'est apprendre à s'accepter. Oui, Roland, abandonner vite, ça me paraît bizarre car c'est contraire à l'envie d'approfondir sans cesse. Alors, oui, peut-être. Moi, je dirais que, en tout cas, vous avez certainement raison, hein, Roland, et en même temps, c'est quand même quelque chose que j'ai rencontré assez fréquemment chez les HPI. C'est cette tendance à aller vite, y compris dans le fait d'abandonner. Alors, c'est pas un manque de persévérance, parce qu'en général, ils ont une grande résilience. Ils ont une grande capacité à rebondir, hein, les HPI. Mais c'est le fait de dire, bon, ok, ça marche pas, il faut tout de suite déclencher le plan Orsec, une nouvelle tactique, le plan B. Et puis comme de toute façon, ils ont 1000 idées à la seconde, ils ont déjà le plan C, le plan D, le plan E, le plan F, et ça va jusqu'à au-delà de Z. Donc c'est ça aussi hein, qui peut être un petit peu gênant. Alors je reprends un peu le fil des messages parce que je vois que j'en ai loupé quelques-uns. Oui, alors oui, Cindy, j'abandonne vite car je m'ennuie très rapidement, j'ai envie de faire autre chose. Ça, c'est une autre raison. C'est pas tout à fait un abandon, c'est plutôt le fait qu'en effet, ça vous correspond pas, hein, Cindy. Alors oui, c'est une ambivalence, Anne, effectivement. On est beaucoup hein, dans des formes de contradiction. On est tout beaucoup. On est dans des antagonismes très forts. Donc, on combine les deux polarités d'un même antagonisme d'une certaine façon. Donc, c'est peut-être ça qui fait que c'est pas complètement contradictoire, hein, de ce qu'on évoque. Olga, il faut savoir se vendre. Certaines sont compétentes, mais invisibles. Oui, car ils ne se mettent pas en valeur. Donc ça, je vais y revenir un petit peu après. Alors, je disais, première raison, première solution, apprendre à s'accepter. C'est très difficile pour un HPI d'apprendre à s'accepter parce que véritablement, encore une fois, son besoin de socialisation fait qu'il a du mal à assumer d'être différent, à assumer de ne pas être comme l'immense majorité des êtres humains. Alors comme en plus, il a horreur d'être mis dans une case, vous imaginez un petit peu, et pour ce travail d'acceptation, véritablement, c'est le paradoxe des HPI, autant ils sont capables de faire plein de choses tout seuls, autant ce travail-là, s'accepter comme tel, c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement compliqué. En ce qui me concerne, moi j'ai mis beaucoup de temps. J'ai erré, j'ai galéré. Donc vraiment, le but, si j'ai un but dans mon webinaire, c'est d'éviter que vous ne galériez vous-même de la même façon. Et une des façons de ça, c'est d'apprendre à porter un regard plus positif sur soi et sur certains événements qui vous sont arrivés et qui ont été particulièrement marquants négativement. Alors la deuxième clé, c'est d'adopter des modes de fonctionnement plus adaptés. Comme je vous le disais, on a tendance à adopter des modes de fonctionnement qui ne nous correspondent pas. Donc d'une certaine façon, il faut réapprendre ces modes de fonctionnement. Donc là, dans le webinaire, vous aviez cette liste des modes de fonctionnement. Je vous les ai donnés d'une certaine façon. Et un peu de lecture vous suffirait à retrouver cette connexion à ces modes de fonctionnement. Mais le problème, c'est que encore une fois, vous avez pris des plis tellement
important et depuis votre plus tendre enfance sur des modes de fonctionnement qui ne vous conviennent pas, que s'en défaire n'est vraiment pas simple. Un exemple concret, dans des modes de fonctionnement qui devraient mieux vous convenir, c'est que si vous considérez que votre bureau doit être en bazar, alors en bazar, en tout cas avec plein de piles, eh bien, considérez que c'est certainement très important pour vous. Un HPI a tendance à faire 8 ou 10 dossiers en même temps. S'il doit les avoir à portée de main, parce qu'il doit pouvoir piocher à tout moment dans un de ces dossiers, eh bien, peut-être qu'il faut faire comme ça. Autre exemple, si vous considérez qu'il vous faut beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps d'accumulation d'informations avant d'attaquer un sujet, eh bien, c'est votre mode de fonctionnement. Et si quelqu'un vous critique pour ça, parce qu'il vous dit « Mais alors, tu n'as toujours pas pondu une ligne là, sur le dossier ?» Non, je suis en train d'accumuler de l'information. Et oui, mais résister à la pression externe qui ne comprend pas ce mode de fonctionnement, c'est vraiment compliqué. Olga, oui, oui, donc ça, j'avais vu ce message. Emmanuel, par rapport au niveau d'exigence du HPI, l'abandon des projets peut aussi s'expliquer par la peur de l'échec. Oui, tout à fait. Je suis tout à fait d'accord, Emmanuel. C'est vrai que la peur de l'échec est extrêmement fréquente et donc il y a une part de ça, hein, bien sûr, dans la procrastination et dans le fait d'abandonner d'une certaine façon. Je suis complètement d'accord. Alors j'avance un peu, je crois que j'avais pas d'autres choses à vous dire sur cette question des modes de fonctionnement adaptés. Autre solution, c'est de vous reconnecter à vos émotions. Alors tout ça peut sembler peut-être extrêmement basique, peut-être même simpliste, mais oui, alors je voulais vous donner un exemple en ce qui me concerne parce que, sur la question des émotions, pendant des années, j'ai formé des dirigeants, et même des enseignants à la question de la gestion des émotions. Donc on pourrait dire, je devrais être un champion de ce sujet-là. Sauf que, ça m'empêchait pas d'être, en partie déconnecté de certaines de mes émotions. Et quand ces émotions me réapparaissaient à la surface, c'était assez violent et en plus incompréhensible. Et comment j'ai fait pour arriver à me sortir de ça progressivement? Eh bien, c'est grâce à ma superviseuse. C'est ma superviseuse de coaching qui m'a aidé à me reconnecter, à identifier c'était quoi ces émotions? C'était quoi ces peurs que j'avais? Donc voilà, ça, c'est vraiment quelque chose de très important, mais qui ne peut pas se faire tout seul, encore une fois. Quatrième solution, c'est d'accepter votre atypicité. Alors, quand je dis accepter votre atypicité, d'une certaine façon, c'est pas la même chose que le premier point, apprendre à s'accepter. C'est surtout accepter d'avoir un projet atypique. Je vous disais dans les problèmes, c'est que votre projet est atypique, vous recevez des regards et des retours négatifs, et donc forcément, ça vous freine considérablement. Donc, par contre, autant il faut assumer d'avoir un projet atypique, autant il faut passer beaucoup de temps à le rendre intelligible, à le rendre acceptable, compréhensible, pour et par ceux qui vont devoir, à qui vous allez l'adresser d'une certaine façon. Alors dans mon cas, c'était assez facile parce que moi je m'adressais aux HPI, donc les HPI, bah, finalement, ils comprennent assez simplement quand on leur parle de HPI. Et en plus de ça, quand je parle de projets complexes, eh bien, il y a beaucoup de HPI qui viennent à moi, et donc là aussi, ils comprennent assez facilement. Là où c'est plus délicat, c'est quand je veux m'adresser à des dirigeants qui ne sont pas forcément HPI, qui n'ont pas forcément le même langage, et là, ben, je rencontre des difficultés. Exemple concret, dans le fait d'accepter mon atypicité de projet, c'est que je continue à considérer que je gère des projets complexes et à proposer mon accompagnement sur des projets complexes, mais je ne parle plus de complexité ou très peu de complexité parce que je sais que ce mot fait peur. J'avance parce que je voudrais vraiment apporter un petit mot personnel à celles et ceux qui ont posé des questions. Cinquième solution, développer votre lucidité. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que ça? En fait, vous avez en général une très grande lucidité, notamment sur comment fonctionnent les autres. Vous avez une grande lucidité sur ce qui se passe autour de vous, sur les signaux faibles. Mais il y a un sujet sur lequel vous manquez cruellement de lucidité, parce que vous avez des zones aveugles, c'est justement en ce qui vous concerne vous-même. Ou plutôt vous avez tendance à réagir de façon affective et émotionnelle quand, on va dire, ouais, voilà. En tout cas, vraiment, en ce qui vous concerne, c'est assez compliqué de s'identifier. Je pensais à un petit exemple, mais ça m'est sorti de l'esprit.
Oui, alors voilà, donc cette question de lucidité, dans le fond, ça se traduit par le fait justement d'être plutôt émotionnel et irrationnel quand on parle de soi-même et ma suggestion, mais ça peut là aussi peut-être sembler extrêmement simpliste, c'est, tout simplement de se dire: «OK, quand je sens que je suis dans l'irrationnel et l'émotionnel, je l'observe et quand je l'observe, à ce moment-là, je me dis: "OK, je vais utiliser un petit tableau avantages, inconvénients"». Alors, c'est vraiment pas le genre de truc qu'un HPI fait naturellement parce que tellement il le fait de façon intuitive. Mais là, dans ce cas-là, il faut vraiment le faire. Et puis, le dernier conseil avant, que je passe aux questions-réponses et puis, aux messages personnels, c'est oser vous lancer. Alors, je vous disais tout à l'heure, on n'est jamais prêt. Quand on est HPI, on n'est jamais prêt. Il y a toujours quelque chose de plus, un petit peaufinage là, il y a toujours une bonne raison pour se dire: «Non, non, mais là je vais quand même pas aller présenter ça, ça ressemble à rien», on est d'accord. Et puis en plus, si jamais je fais pas une première bonne impression, autant dire que là c'est fichu. Et dans mon cas, eh bien, c'est exactement ça. Donc c'est grâce à mon coach, on va dire, dans le cadre de mon réseau de coach, qui m'a dit: «Mais en fait Cyril, à un moment donné, il faudrait peut-être que juste que tu comprennes que ton problème, c'est, que tu n'oses pas aller, te vendre, tu n'oses pas aller te présenter. Donc il va bien falloir y aller à un moment donné, il va bien falloir te tester. Moi, je suis ton coach, je ne vais pas pouvoir forcément te donner des retours à chaque fois sur qu'est-ce qu'il faudrait peaufiner. Par contre, tes clients, tes futurs clients, ils vont pouvoir te le dire ça». Alors, mon fond d'écran, mieux vaut fait que parfait. OK, d'accord, très bien. Tidara, pour ma part, c'est ma sophrologue qui m'a aidé à identifier mes émotions et à les gérer. Très bien. Mais bon, en tout cas, enfin, je reprends, en ce qui me concerne, hein, sur les émotions, c'était vraiment par étapes, hein, ça a duré des années et des années. Même en s'efforçant de travailler sur ces points, le problème reste le rapport des autres et cette atypicité, cette vitesse et cetera. À part se lancer seul, comment faire? Très bonne question, Sébastien. Néanmoins, je considère qu'il y a de la place pour être salarié en entreprise, en tant que HPI. Voilà, faut vraiment pas se dire que c'est fichu. Par contre, ça demande beaucoup, beaucoup de persévérance et d'affirmer sa personnalité pour se créer un peu son espace, se créer aussi, on va dire, aussi identifier les bons environnements dans lesquels on est capable de, s'épanouir. Ça, c'est vraiment absolument essentiel. Et puis après, cette atypicité, bah, j'ai envie de dire, à un moment donné, il va bien falloir effectivement l'assumer, quoi. Nathalie, je passais mon temps à faire des tables, avantages, inconvénients quand je devais prendre une décision. Très bien, j'espère que ça vous a servi. Marine osait se lancer, ça fait 8 mois que l'un de mes projets est bouclé et que je peaufine. OK, donc difficile quand l'entourage ne comprend pas notre fonctionnement et du coup ne soutient pas nos projets atypiques. Alors, je vais peut-être être un peu, provocateur, Marine, mais à un moment donné, si vraiment vous recevez trop de retours négatifs, de votre entourage, la question c'est est-ce qu'il ne faut pas un peu vous protéger de votre entourage? Dans certains cas, vous savez, les personnes les plus proches peuvent aussi être, les personnes les plus toxiques. Je suis surtout pas en train de dire que c'est votre cas, mais Marine, prenez vraiment conscience, qu'il faut vous entourer de personnes encourageantes et bienveillantes. Faut-il appauvrir ces projets parce qu'ils paraissent trop complexes, riches ou ambitieux aux autres? Alors, c'est une très bonne question. Parfois, il faut, non pas les appauvrir, mais peut-être juste prendre conscience qu'il y a déjà une telle valeur ajoutée dans, l'étape 1, point 1, petit a de ce que vous avez écrit, que vous n'avez pas besoin d'en faire tellement plus. Mais surtout, après, c'est comment vous allez valoriser ça. Voilà, ça, c'est vraiment la difficulté. Alors, j'avais quelques messages personnels et puis je voudrais rappeler que vous pouvez prendre rendez-vous ici si vous le souhaitez. Vous rappelez peut-être juste une chose. Alors, heu, j'aurai une masterclass le 12 juillet à 18h, qui sera sur le thème «Un management plus inclusif pour les HPI pour votre entreprise. Pourquoi et comment?». Alors, les messages personnels, c'était, notamment avec toutes les personnes que j'ai eues au téléphone, et Emmanuel, j'ai vu que vous étiez là. Moi, vraiment, mon avis et mon message, ça rejoint ce que je venais de dire, c'est vous protéger des avis négatifs et toxiques qui jugent un peu cette question du HPI sans savoir, sans connaître et peut-être vous rapprocher de personnes plus expertes sur le sujet qui sauront vous comprendre pleinement et vous accompagner. Ça, c'est mon message.
Sébastien, bon, sans entrer dans des détails qui sont bien sûr confidentiels, il y a clairement en toi un frein à la réflexion et à l'action, on en a parlé lors de notre dernier rendez-vous, qui est un frein familial. Donc sans traiter ce frein-là, tous les autres objectifs seront difficiles à atteindre. Caroline et Dalila, je crois que vous êtes là toutes les deux. Alors Caroline, vous m'avez parlé de crise de quarantaine. Et alors je parle de Dalila, je ferai le lien avec Dalila après. Pour ma part, la crise de la quarantaine, moi je l'ai faite à 50 ans. C'est une sorte un peu de crise d'adolescence qu'on n'a jamais faite d'une certaine façon, par excès d'empathie pour nos parents, pour notre entourage. Et d'une certaine façon, révéler vos pleins potentiels, Caroline, va vous conduire à une vraie mutation, une véritable mutation, un peu à l'image du papillon qui sort de sa chrysalide. Et les réactions de votre entourage risquent d'être très tranchées, soit très positives, soit très négatives. Et c'est là le moment crucial où il va falloir, j'allais dire, faire votre choix dans votre entourage et savoir vous entourer de celles et ceux qui sont positifs. Encore une fois, c'est très difficile, hein, cette phase-là, parce qu'on craint de rendre les autres malheureux par jalousie envers notre futur bonheur. Je vais répéter ma petite phrase parce que je pense que ça va parler. Nous craignons de rendre les autres malheureux par jalousie envers notre futur bonheur. Voilà, donc ça c'est un message clé que je voulais passer, y compris pour Dalila. Stéphane, vous vous mettez beaucoup de pression. Quand vous n'atteignez pas complètement votre objectif, la déception elle est d'autant plus forte. C'est peut-être ce qui vous est arrivé dans les histoires de relations avec les associés. Mais d'une certaine façon, peut-être que les associés que vous aviez n'étaient pas faits pour vous convenir. Alors, je prends le temps de lire les messages parce qu'il est 45 et peut-être que certains vous êtes pris par le temps. J'aimerais beaucoup partager mes ressentis avec d'autres HPI. Je crois qu'on a besoin de se serrer les coudes. Oui, et alors, je prends des pincettes sur ce sujet-là parce qu'on est tous très différents, les HPI. Et croyez-moi qu'avec le recul, maintenant que je sais que je suis HPI, je réalise que parmi les personnes avec lesquelles j'ai eu le plus de difficultés, ce sont aussi d'autres HPI. Parce qu'on n'est pas des personnes si faciles à vivre, en tout cas tant qu'on n'a pas travaillé sur soi. Oui, il faut parfois attendre le bon moment pour expliquer ses projets. Je suis d'accord, Lydia, bien sûr. Je me permets d'ajouter un élément qui me semble caractériser les HPI, du moins certains, le besoin fort d'authenticité. Oui, bien sûr. Merci beaucoup, Emmanuel. Sébastien, si, alors, sur le très haut niveau d'exigence, j'ai deux pistes. D'un côté, ne pas critiquer votre haut niveau d'exigence parce que et d'attente et de relationnel. Donc, d'une certaine façon, il faut accepter d'être plus sélectif dans vos relations, dans vos projets. Donc, d'identifier vos critères de sélection, mais aussi, c'est peut-être accepter d'être moins exigeant envers vous-même et de ne pas vous décourager ni vous dévaloriser. Ça, c'est important. Nathalie, je ne sais pas si elle est là. Le sentiment d'imposture, c'est lié effectivement à la combinaison entre le haut niveau d'exigence et puis mais aussi lié au regard porté par les autres pendant des années. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Johan, je ne sais pas s'il est là, Johan. Le fait d'être très capable en général de contrôler les choses, parce que ça, c'est très fréquent chez les HPI, peut te laisser à penser que tu peux aussi contrôler les choses sur certains aspects où tout n'est pas sous ton contrôle. Donc voilà, ça c'est peut-être le message que je voulais faire passer. Bon, désolé, j'aurais pas le temps de donner peut-être un message à tout le monde. Est-ce que vous avez encore quelques messages, questions? Il est 47, je veux pas vous prendre trop de temps et déborder du timing qui est prévu. Oui, Dalila, bien sûr, j'avais vu que vous étiez là. Alors, Emmanuel, oui, ça j'avais vu. Sarah, oui, mais ça fait du bien d'être entre gens normaux. Oui, alors je ne sais pas ce que vous entendez par gens normaux pour le coup, mais ça fait du bien d'être entre soi, ça je suis d'accord, entre HPI. Et de temps en temps aussi, ça fait du bien d'être mélangé. Donc voilà, en tout cas, je peux vous le dire, pour avoir travaillé sur moi en tant que HPI, j'ai besoin des deux. Voilà. Oui, oui, nous sommes normaux. Alors la normalité, la définition de la normalité, c'est ceux qui sont les plus nombreux. Donc vous voyez tout de suite un peu la subtilité. On ne peut pas être normaux quand on est 2,3% de la population. Est-ce qu'il y a encore des questions et est-ce que vous pouvez me mettre aussi un petit message, si vous le souhaitez, sur
ce que vous avez ressenti de cette masterclass d'aujourd'hui. Projet d'orientation des HPI difficile à identifier pour eux. Stéphanie, alors là, je ne comprends pas bien le message. Sébastien, emmenons le changement autour de nous avec nos valeurs. Oui, bien sûr. Et je pense que c'est ce qui se passe très clairement dans les entreprises en ce moment. C'est que vous avez des HPI qui prennent leur destin en main. Et c'est ce qui me fait avoir beaucoup d'espoir sur le salariat pour les HPI. C'est qu'ils créent des groupes, ils se prennent en main et du coup, les entreprises, leurs employeurs sont vraiment obligés de suivre. Merci Dalila pour le message. Tant mieux s'il y a déjà du soulagement, à défaut d'avoir toutes les réponses à toutes les questions. Je voudrais vraiment vous remercier pour votre contribution, vos questions, vos commentaires. Alors, j'ai quand même un doute sur la différence. Sommes-nous pas tous mentalement différents car nous avons tous des vécus différents? Oui, évidemment, Roland. Mais néanmoins, quand même, ce qu'on constate, c'est que quand je vous parle de toutes ces spécificités dont j'ai parlé ce soir, eh bien, les HPI, il n'y en a jamais une seule fois qui m'a dit « Ah non, non, je ne me reconnais pas dans toutes ces spécificités ». Par contre, je ne parle surtout pas de ça à tous les autres qui me disent « Ah bon, ça ne me correspond pas ». Donc voilà, il y a quand même ces caractéristiques qui ressortent très nettement. Comment développer la lucidité sur soi-même, mieux suivre ses intuitions? Oui, bien sûr. Oui, tu as totalement raison, Romain, bien sûr. Ça passe aussi par les intuitions. Céline, merci pour tout ce rappel. Les jeunes générations sont mieux accompagnées. Oui, c'est vrai, mais en même temps, ceux qui ont des enfants, eh bien, c'est une chance parce qu'ils peuvent vous aider. C'est paradoxal, mais ils peuvent vous aider. C'est à nous de piloter notre avenir professionnel, bien sûr. Merci pour vos messages. Eh bien, quel que soit le chemin à parcourir, Dalila, il faut commencer par la première étape. Voilà, je vous souhaite vraiment à toutes et tous une excellente soirée. Merci pour votre contribution active. Et puis, je vous dis peut-être rendez-vous le 12 juillet. Puis sinon, peut-être en rendez-vous individuel pour celles et ceux qui ont pris le temps de cliquer là. Voilà, bonne soirée à tous. Merci beaucoup.